Bonjour. Donc, dans notre vidéo, je vous propose de nous consacrer à un moment donné à une réflexion autour de l'identité professionnelle des artistes intervenants en milieu d'aide, d'accueil et de soins. Et pour ce faire, j'aimerais dans un premier temps et brièvement faire un rappel du contexte dans lequel on joue cette réflexion, à savoir la triangulation entre méthodologie, art-thérapie et la dimension porteuse de projet, donc la dimension politique qui a qui contient également des enjeux en termes psychopédagogiques, comme on a pu le voir dans le cadre de notre cours. Et puis, directement après ce rappel, j'aimerais rentrer dans l'argument, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est important, déterminant, de pouvoir s'établir dans une réflexion autour d'une identité professionnelle en tant qu'artiste intervenant au milieu d'aide, d'accueil et de soins. Assurément, une réflexion sur l'identité professionnelle, quelles que soient les professions, est importante. Mais ici, j'aimerais qu'on détermine peut-être spécifiquement l'importance autour de cette réflexion-là. Donc, dans un premier temps, le rappel. Donc, je vous rappelle que notre cours de méthodologie, on l'articule vraiment dans sous l'angle d'une triangulation entre méthodologie, donc c'est-à-dire méta, odos, logos, donc dans cette idée qu'en fait la méthodologie est bien une compétence, une capacité qui vise à déployer une sorte de double vision, une sorte de conscience de la conscience, une sorte de voir du voir. Donc, c'est-à-dire d'arriver à redoubler quelque part une conscience par rapport à un chemin, c'est ça le odos, par rapport à un chemin qui est en train de s'établir. Ça peut être un projet artistique, ça peut être des interventions, ça peut être à l'intérieur de l'atelier, ça peut être comme dans le cas présent autour de l'identité professionnelle et qui vise donc justement à étirer, si vous voulez, une sorte de seconde droite par rapport à ce premier chemin qui voit comme à distance ce chemin en train de se faire, mais avec un point distancié, et donc qui se donne la possibilité en quelque sorte de le réfléchir. Donc je fais un rapide rappel, hein, donc c'est assez bref, assez synthétique, mais donc la méthodologie est principalement considérée, abordée en tout cas dans le cadre de ce cours, comme une compétence, une capacité à exercer, à déployer, à pratiquer qui vise donc à développer une vision de la vision, un voir du voir. Et donc, en ce sens, il y a quand même une teneur, ou en tout cas un rapport assez évident avec la définition qu'on s'était proposée de l'éthique, à savoir une capacité à voir précisément. La méthodologie et l'éthique ont quelque chose d'assez intime dans leur relation et bien souvent, une réflexion méthodologique apporte des considérations éthiques et des considérations éthiques va devoir avoir une réflexion méthodologique pour se traduire concrètement dans la réalité. Ensuite, on avait regardé une deuxième dimension qui était donc dans ce triangle méthodologie, art-thérapie et porteuse de projet. On avait regardé donc la deuxième dimension, le second angle si vous voulez, qui était celui de l'art-thérapie et on s'était proposé une définition certes non exhaustive, qui était une hypothèse de travail et qui se composait de quatre couples à chaque fois, quatre couples dynamiques, à savoir le couple création-créateur, le couple technique-intentionnalité, le couple subjectivité-intersubjectivité, et en réalité une dernière forme qui n'est pas à proprement parler un couple, mais qui mettait l'accent sur la dimension politique, projective, porteuse de projet pour une artiste intervenante au milieu d'aide, d'accueil et de soins, à savoir donc une personne qui porte un projet de société, un projet qui peut faire sens, qui peut permettre à des personnes de se réapproprier leur expérience, de redonner du sens à des histoires de vie, à des événements passés, etc., etc., à les partager, etc. Donc, et ensuite, le troisième point, qui était la dimension porteuse de projet, qui est un point que je qualifie modestement, justement à plus forte raison parce que modestement, de politique. Politique, non pas politique partisane, mais politique au sens développement d'un vivre ensemble, au sens
soutien de processus de subjectivation ou d'intersubjectivation, soutien de développement de pratiques professionnelles et personnelles qui permettent justement à des sujets de réinvestir leurs existences. Voilà concrètement en quoi, et donc de le faire aussi collectivement avec ces questions de l'espace public qui peuvent aussi intervenir à un moment donné ou à un autre. Donc le rappel est très bref, on l'a déjà rencontré au cours, c'est histoire qu'on puisse se rafraîchir un petit peu les idées. Et donc je propose aujourd'hui qu'on articule en fait surtout le point méthodologie et la dimension politique. Assurément, ce sera lié à la fonction art thérapeute, artiste intervenant au milieu d'aide, d'accueil et de soins, autour de l'identité professionnelle. Alors pourquoi parler d'identité professionnelle? Pourquoi est-ce que ça doit nous intéresser? En quelque sorte, c'est un prérequis nécessaire. Alors pour plusieurs raisons. C'est que en Belgique, si vous regardez le, la- le préambule du code de déontologie qui a été proposé par la cellule art et santé associée à culture et démocratie, et que vous prenez le temps de lire le code de déontologie qui est finalement assez bref, hein, on constate très rapidement qu'il y a des manquements, on constate très rapidement qu'il y a des imprécisions, qu'il y a un caractère non spécifique. Par exemple, à un moment donné, on concentre certains articles autour de l'artiste, et même si on regarde dans l'ensemble du code de déontologie, en fait, l'artiste intervenant pourrait être remplacé par beaucoup d'autres professionnels, le nom pourrait être remplacé par beaucoup d'autres noms d'autres professionnels, et le code de déontologie paraîtrait encore être conforme. On pourrait mettre beaucoup de travailleurs sociaux derrière le terme d'artiste, et on serait encore dans un code de déontologie qui semblerait généralement valable. Il y a des imprécisions aussi lorsque, par exemple, on envisage qu'un artiste est en rapport avec des bénéficiaires ou des usagers. Donc, assurément, ce sont les termes euh, que les institutions au sein desquelles au sein desquelles un artiste intervenant va pouvoir travailler, ce sont des termes que ces institutions vont conserver, vont consacrer, vont généralement, normalement utiliser. Mais dans les interventions artistiques, nous n'avons précisément pas affaire à des bénéficiaires ni à des usagers. Nous avons affaire à des participants, nous avons affaire à des sujets, nous avons affaire à des personnes, nous avons affaire à oui, à des sujets. Certaines artistes intervenantes auparavant parlaient d'experts, expertes de leur vécu. Donc, certes, dans le cadre d'un code de déontologie, il est important de faire référence à la manière dont usuellement, habituellement, normalement, les usagers sont qualifiés, mais il est clair que vous rencontrez beaucoup plus de l'humanité qu'un patient, un bénéficiaire, etc. Donc il y a une non-spécificité là qui est en train de poindre encore. Si maintenant on regarde, on quitte l'aspect du code de déontologie, qui est évidemment un élément déterminant dans l'édification, la réflexion d'une identité professionnelle, et on devra aussi considérer qu'il y a une sorte de spécificité de la profession, et on pourrait même dire sans vouloir jouer sur les mots, qu'il y a une spécificité de la spécificité de la profession. Pourquoi? Parce que les artistes intervenants sont caractérisés, les interventions artistiques, mais aussi les artistes, par beaucoup de singularités, donc d'ailleurs de caractères très uniques. Mais ce qui fait qu'il y a une sorte de spécificité de la profession, et même une sorte de spécificité de cette spécificité de la profession, c'est qu'en fait il y a des contextes de travail particulièrement différents, et qu'il y a aussi une profession qui n'est pas encore normalisée, qui est encore naissante, qui est animé de courants, d'écoles de pensée, si vous voulez, assez diverses, et que donc la médiation, la psychothérapie, par exemple, à médiation artistique, n'est peut-être pas l'art-thérapie, n'est peut-être pas encore une intervention artistique en milieu d'aide, d'accueil et de soins. Il y a peut-être des nuances là derrière. Certaines vont considérer que l'art est thérapeutique au sens qu'il guérit, qu'il y a une dimension curative dans l'art. D'autres mettront l'accent, par exemple, c'est le cas de l'agriculture, que l'art permet d'être et simplement être, prendre plaisir à être et simplement prendre plaisir à être, par exemple. Euh, dans le cas de ma proposition, j'envisage que l'art, un peu dans l'esprit de Dewey d'ailleurs, que l'art est en fait le déploiement d'une expérience spécifique de l'humanité, mais on reviendra dessus. Mais donc il y a une spécificité de la profession qui fait que bien généralement, quand les artistes intervenants arrivent dans divers contextes, eh bien ils paraissent venir d'ailleurs. Ils paraissent venir avec des normes, des conventions, des attitudes, des dispositions, des comportements qui semblent étrangers
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément bien accueillis, mais qui semblent étrangers ou en tout cas, et donc étrangers à l'institution, ou en tout cas qu'ils ne sont pas dans une affiliation directe, immédiate, dans les standards habituellement convoqués dans les institutions. Je parle évidemment de manière générale ici, il y a plein d'exceptions, mais donc il y a une spécificité à considérer, et il me semble que on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là, de considérer ce caractère spécifique. Un autre élément, donc c'est le troisième, hein, le premier c'était le manquement, l'imprécision d'un code de déontologie existant, en tout cas une proposition. Le deuxième élément qui est une sorte de spécificité comme ça de la profession. Le troisième élément fait partie de notre argument, c'est de dire que il y a des singularités. La singularité de la profession elle-même, artiste intervenant au milieu d'accueil et de soins, ça a un caractère relativement unique, c'est-à-dire c'est très particulier comme profession. Est-ce qu'on est dans du paramédical? Oui, mais pas que. Est-ce qu'on est dans du travail psychologique? Oui, mais pas que. Est-ce qu'on est dans du travail social? Oui, mais pas que. Donc, vous voyez, est-ce qu'on est dans de l'art? Oui, mais pas que. Donc, on est vraiment dans une profession singulière, qui a quelque chose de propre à elle et qu'il va falloir donc investiguer dans cette propriété-là. Il y a une autre forme de singularité, la deuxième forme de singularité, qui est la singularité des projets et des interventions artistiques. Puisqu'à chaque fois, chaque projet est unique, et même s'il est répété, ce qui va se jouer à l'intérieur de ce projet sera unique, généralement irréversible. La teneur, la nature des projets est aussi quelque chose de très singulier à considérer, et aucune intervention, aucun projet ne peut être répété à l'identique. Il y a donc aussi quelque chose de singulier dans les interventions et dans les projets artistiques qu'il faut pouvoir considérer dans le cadre d'une réflexion sur son identité professionnelle, c'est-à-dire un élément qui nous impose de réfléchir notre identité professionnelle peut-être un peu différemment que dans le seul cadre d'un code de déontologie ou de codes de déontologie, mais qui paraissent déjà insuffisants. Une troisième forme de singularité, c'est celle des artistes intervenants. Donc au-delà du fait qu'on puisse se sentir une communauté d'appartenance parce que deux artistes ou trois ou quatre ou cinq auraient une même discipline artistique qui serait une sorte de prédominante par le biais de laquelle ils interviendraient, il y a la singularité de l'artiste, c'est-à-dire son style, sa manière d'être artiste, d'avoir développé un être artiste à sa manière, à lui, à elle. Donc il y a encore une singularité à cet endroit-là qui est très belle à mon sens parce qu'elle demande, lorsqu'on réfléchit à une identité professionnelle, de se dire, je ne peux pas réfléchir à cette identité professionnelle indépendamment de ma subjectivité, indépendamment de ma manière de faire de l'art, même si c'est pas cette manière-là qui va être telle qu'elle traduite ou implémentée dans les interventions artistiques, mais en tout cas, je viens très clairement en tant qu'artiste intervenant avec ma personne artistique, mon expérience humaine telle qu'artistiquement j'ai pu en faire l'expérience en propre. Et donc là, je trouve ça très beau parce que l'artiste intervenant se trouve d'une certaine manière convoqué, c'est-à-dire appelé et à répondre en personne de son identité professionnelle. Il ne pourrait pas, par exemple, se, euh, se normaliser ou normaliser des comportements en les standardisant derrière des comportements attendus par un code de déontologie. Très certainement, il est lié à une déontologie du métier qui va au-delà de ce code, c'est certain aussi, mais il y a sans doute une position propre à cet artiste-là qui existe, qui probablement est à construire. Elle n'est pas déjà existante, elle est probablement à construire, et elle est sans doute toujours à construire parce qu'elle est toujours en relation. C'est pas simplement soi, c'est toujours en relation, qui implique de devoir prendre position et de devoir assumer des positions parfois fortes, parfois défiantes. Je parle par rapport à des institutions ou à des pratiques professionnelles, parfois en résistance par rapport à certaines pratiques, bien souvent et le plus souvent en innovation, en proposition, et donc qui demandent aussi des formes de responsabilité et d'assumer finalement euh, un ensemble d'événements qui vont être produits, qui ne sont pas encore anticipables alors qu'on initie l'action, mais qui auront des conséquences importantes. Donc voilà, ça c'est le troisième point, cette singularité qui impose encore
de réfléchir à cette identité professionnelle, qui me semble un argument très fort sur cette nécessité de la réfléchir. Et enfin, le dernier point de l'argument, c'est que si vous regardez, par exemple, je prends la philosophie du soin de Benoît Pain, par exemple, et qui envisage comment est-ce que une philosophie du soin peut être garante d'un soin de qualité. Et donc, quand on parle de philosophie du soin, entendez davantage de l'éthique. Il faut pas être philosophe pour faire une philosophie du soin. C'est principalement des soignants qui édifient des philosophies du soin. Eh bien, si on regarde les grands principes que Benoît Pain énonce dans sa philosophie du soin, je les nomme comme ça rapidement sans trop les détailler, mais le premier principe d'une philosophie du soin, d'en prendre soin, donc pas simplement de guérir, mais aussi d'avoir une approche, donc pas simplement curative, mais liée à une dimension du care, donc du prendre soin, C-A-R-E, eh bien, on retrouve quoi? Premier principe, une culture du respect de la personne, de son histoire, de ses contextes de vie, de sa singularité. Parmi tous les métiers soignants, habituellement considérés, convoqués par rapport à des philosophies du soin, donc prenez les métiers des paramédicaux et médicaux, eh bien, il est plus que probable, donc psychosocial aussi, hein, il est plus que probable que la dimension artistique, je vais le dire de manière un peu affirmative peut-être, plus que d'autres, travaille précisément et est soucieuse de cette culture, du respect de la personne, de son histoire, de son historicité, de sa singularité, de son contexte de vie, pas simplement en la reconnaissant, mais en permettant aux participants, aux experts de leur vécu, au sujet, de travailler précisément pour elles-mêmes cette culture d'elles-mêmes. Un deuxième élément qu'on retrouve dans cette philosophie du soin, c'est d'être toujours des professionnels qui incarnent une manière d'être toujours au-delà des actes. Nous sommes des professionnels au-delà des actes que nous posons. Il y a une manière d'être des professionnels au-delà des actes que nous posons. Et donc de nouveau, c'est très intéressant dans une philosophie du soin parce que si vous regardez les codes de déontologie, dans le monde paramédical, regardez le code de déontologie, vous pouvez prenons le cas des codes de déontologie de l'art infirmier, par exemple des infirmiers infirmières, et vous allez voir à quel point ce sont bien des actes très circonscrits, très précis, qu'on peut faire ou ne pas faire, ou dans telle ou telle condition, qui sont cernés par ce code de déontologie-là. Donc c'est assez normal pour un code de déontologie de le proposer. Mais si vous allez dans un code de déontologie comme on peut le retrouver chez les travailleurs sociaux en Belgique, vous allez trouver des articles du code qui sont beaucoup moins circonscrits par rapport à des actes où on vous parlera par exemple d'émancipation des sujets ou des choses comme celle-là. Mais il me semble que par rapport à cette question de développer une manière d'être des professionnels au-delà des actes, voilà encore un second principe d'une philosophie des soins que très naturellement, très spontanément, avec beaucoup d'évidence, un artiste intervenant va rencontrer, là où peut-être d'autres formations soignantes, je mets du conditionnel, peuvent parfois tomber à un moment donné, c'est un risque qui peut arriver, dans une sorte de routine praticienne, donc c'est-à-dire dans une routine d'actes et devenir, je vais le dire de cette manière-là, simplement des techniciens, techniciennes, des producteurs d'actes techniques, abandonnant par là ou laissant tomber par là ou délaissant par là, et peut-être des manières d'être ou d'incarner la profession au-delà des actes. Un troisième point qui rencontre de nouveau très naturellement les interventions artistiques, c'est ce principe de valoriser l'expression. Alors on est dans une philosophie du soin, on dit valoriser l'expression des usagers, donc terme très particulier pour un artiste intervenant qui utilisera très certainement notre terme. Mais vous voyez que valoriser l'expression des usagers pour un artiste intervenant, c'est une donnée immédiate. C'est même pas, à la limite, c'est même pas quelque chose qui va devoir convoquer à son esprit, c'est une donnée avec laquelle d'emblée il va travailler. Et s'il ne travaillait pas avec, toute son entreprise serait considérablement mise à mal. Donc, juste pour vous montrer à quel point, même dans le cadre d'une philosophie du soin, en fait, très naturellement, l'identité professionnelle d'un artiste intervenant, aussi diverse qu'elle puisse être, va rencontrer ces principes-là et est directement concernée par ces principes-là. Quatrième, pardon, et cinquième point de cette philosophie du soin, principe de cette philosophie du soin. Quatrième point, toujours un aller permanent entre le penser et l'agir. Un aller-retour, pardon, permanent entre le penser et l'agir. Donc, c'est-à-dire, on pose des actes, on pense
les actes qu'on pose, et nous pensons ensemble aussi les actes que nous posons ensemble. Il y a bien une coopération qui peut se faire avec les participants, les experts de leur vécu, les sujets. Il y a bien une collaboration qui peut se faire. Et donc, je rentre pas dans le détail de cette philosophie du soin parce qu'on aura l'occasion de le faire dans le cadre d'un autre cours. Mais, par exemple, vous allez très rapidement permettre aux auteurs d'être co-auteurs de leur parcours de soins, de leur parcours artistique, de leur expérience artistique, de leur expérience humaine. Donc, et cinquième point, et dernier point pour cette philosophie du soin et qui clôturera l'argument à proprement parler, eh bien, c'est une adaptation continue à des situations données. Il me semble que l'artiste intervenant se trouve bon gré mal gré lui dans cette nécessité de continuellement s'adapter à des situations données. On ne parle même pas, on pourrait le faire, hein, mais on ne parle même pas de la complexité liée à la diversité des publics, à la diversité institutionnelle, à la diversité des contextes qu'il va pouvoir rencontrer. C'est très certainement, ça implique nécessairement une adaptation continue, mais on peut simplement envisager la nécessité de réviser à chaque fois, presque en continu, de manière incessante, son projet d'intervention en fonction des observations, des accompagnements, des participations réalisées par les sujets de l'atelier. Eh bien, rien que ces quelques éléments-là qui sont liés à une pratique quotidienne des artistes intervenants, eh bien, rendent compte d'une nécessité de s'adapter en continu à des situations données. Donc, je pense qu'il y a vraiment énormément d'enjeux. Alors, c'est clair que dans le cadre de notre année, on pourra pas réfléchir tous ces enjeux-là, mais ce sont des enjeux qui s'établissent très certainement sur un moyen long terme, sur une carrière, eh bien, de pouvoir se louer et qui valent vraiment la peine d'être mesurés et pesés.